Bonsoir à tous, bienvenue dans les Halles. Tout de suite les titres de votre journal. En Savoie, le lac du Bourget a atteint un niveau exceptionnel, 75 cm au-dessus de la cote moyenne enregistrée habituellement les mois de juin. C'est une conséquence des pluies exceptionnelles du printemps, mais aussi de l'entretien des barrages sur le Rhône, notamment en Suisse. Les perturbations sont minimes, portant essentiellement sur certaines activités de loisirs. Les athlètes des équipes de France de ski ont mis le cap sur les deux Alpes. Ils s'entraînent actuellement sur le glacier situé à 3400 mètres. Un glacier idéalement enneigé, c'est là qu'ils préparent la saison prochaine. Nous avons suivi aujourd'hui l'équipe de vitesse. Enfin, nous découvrirons une très belle fresque, celle réalisée par les élèves de l'école de la Houille Blanche à Grenoble, aux côtés d'artistes japonais. Objectif, égayer les murs gris de l'école par des personnages imaginés et dessinés par les élèves eux-mêmes. Un pari réussi. On est loin de l'inondation, mais l'eau est bel et bien présente sur certaines rives du lac du Bourget en Savoie qui n'avait pas atteint ce niveau depuis 1987. Près d'un mètre de plus que d'habitude, quelques problèmes pour la balade, mais pas de soucis. Pour la baignade, ça tombe bien, il faisait chaud. Xavier Schmitt, Frédéric Pasquette. Inondation de la piste cyclable et pédestre qui longe le lac du Bourget. C'est le signe le plus visible de la montée des eaux. Les balades à vélo ou à pied sont quelque peu perturbés. Nous, on était en vélo, on a pu prendre la route, donc c'était pas un problème. Après, je pense que les rollers, c'est un peu plus embêtant. Les marcheurs, du coup, ils doivent prendre la route aussi, donc ouais, c'est un peu embêtant, je pense. Pas de quoi dissuader les plus intrépides. Et pourtant, le lac atteint 232 mètres 35, 85 cm au-dessus de la moyenne des mois de juin. Un tel record ne s'était pas produit depuis juin 1987. Je découvre que la voie lacustre est barrée par les eaux, donc je suis très étonnée et surprise. Et puis je trouve que ça donne un côté complètement atypique à cette voie lacustre. C'est la conséquence des fortes pluies du printemps, mais aussi de l'entretien des barrages sur le Rhône, notamment en Suisse. Le lac a servi à stocker l'eau pour soutenir le débit du fleuve. Du coup, certains bateaux sont trop hauts pour sortir de leur port d'attache. Disons qu'il est garé dans la baie de Grésine, à Brison-Saint-Innocent, et c'est un petit lac, et il faut passer sous la voie du chemin de fer pour sortir. Donc le tunnel est bouché, si vous voulez, on peut pas sortir. Autre inconvénient, la surface des plages est fortement réduite. J'aime pas l'herbe. Alors, je suis bien obligée d'être sur l'herbe là, parce que là, on peut pas être au bord et tout. Bon, voilà. Et j'espère que ça va pas continuer, ça va bien descendre. L'organisme gestionnaire du lac prévoit 2 à 3 semaines pour le retour à la normale. En attendant, on peut se baigner et voguer à pédalo. Ce sont des bâtiments bien connus des Grenoblois, mais des bâtiments à l'abandon. Après l'Institut de géographie alpine situé sur la colline de la Bastille, l'ancien Institut Dolomieu, situé juste à côté, était à son tour vendu aux enchères aujourd'hui. L'acheteur devrait en faire une résidence hôtelière de luxe. Céline Aubert-Aigret, Aurélie Massé. Le bien est adjugé à monsieur 729 000 €. Adjugé 729 000 € à cet entrepreneur de Lyon. L'ancien Institut Dolomieu a trouvé acquéreur. Une vente remportée au terme d'un duel courtois et silencieux quelques minutes plus tôt entre le gérant de l'entreprise lyonnaise Singer et ce promoteur immobilier de Voiron. Présent aussi à la vente aux enchères, Daniel Besson, le propriétaire de l'IGA, le bâtiment voisin. Depuis le début de l'année, une dizaine de personnes a visité les lieux, un bien exceptionnel mis en vente par l'État. C'est tout l'intérêt de l'État de mettre en vente les biens qui lui sont inutiles pour que après des personnes privées puissent développer des projets intéressants sur ces biens. 15 ans que l'ancien Institut géologique Dolomieu est à l'abandon, barré de graffitis, squatté et dégradé, tout comme son voisin l'IGA, l'Institut de géographie alpine. Acheté aux enchères en 2011, il n'a toujours pas été rénové. Mais le permis de construire pourrait être débloqué très prochainement. Pour la municipalité, il est important d'être facilitateur pour que les projets soient bien coordonnés, à la fois entre eux pour les deux bâtiments de l'Institut Dolomieu et de l'Institut de géographie alpine, mais aussi avec le secteur hôtelier actuel qui existe dans la ville. Et donc, il est important d'agir, et la ville agit dans ce sens-là, pour que les projets soient bien coordonnés, soient complémentaires et qu'ils vivent. Il y a quelques mois, plusieurs associations grenobloises avaient lancé un appel pour faire de Dolomieu un lieu culturel.
Mais le destin des 2 bâtiments emblématiques semble désormais scellé. L'Institut d'Ollomieux et l'IGA deviendront des résidences de tourisme de luxe avec une vue imprenable sur Grenoble et Beldonne. Justice, l'avocat grenoblois Bernard Ripper, jugé en appel pour des manquements disciplinaires, a été condamné à 3 ans d'interdiction d'exercer, dont 1 an avec sursis, par la Cour d'appel de Grenoble. Ce dernier assimile cette peine à une radiation et souhaiterait se pourvoir en cassation. Social, les syndicats opposés à la loi travail ont finalement manifesté aujourd'hui à Paris au terme d'un bras de fer avec le gouvernement. Aussi à Grenoble cet après-midi, une journée qui a débuté par un blocage sur la presqu'île scientifique. Compte rendu signé Jean-Christophe Solari, Didier Albrand. Retrait, retrait, retrait de la loi travail, retrait. Le slogan est dit avec la même détermination que lors de la première manifestation au début du mois de mars. Mais les rangs des manifestants sont nettement plus clairsemés. 1550 personnes selon les services de police, 5500 selon les syndicats CGT et FO. On tient, on est là pour tenir et encore pour un moment quoi. On lâchera rien quoi. Dans le cortège, un groupe de jeunes anarchistes qui dit surtout sa détestation de la police. L'arrestation d'un manifestant de 27 ans qui aurait menacé de mort des policiers lors du blocage de la route d'accès de la presqu'île scientifique ce matin génère un moment de tension, mais pas de débordement au final. La foule revient vers le centre-ville, mue par la crainte d'une généralisation de la précarité. Nous, on n'est jamais dans la rue. On n'y est jamais parce que on a autre chose à faire, on a du boulot, on a des tas de choses à faire. Et là, ils refusent même de négocier avec les gens qui savent de quoi ils parlent et qui savent quel est le problème. Et ça, voilà. Et puis nous, on l'a élu, Hollande. Alors qu'est-ce qu'il fout? On l'a pas élu pour faire ça. Le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour mardi prochain, date du vote du texte de la loi travail au Sénat. Allez, le jeune homme arrêté cet après-midi pour menace de mort sur des policiers sera présenté en comparution immédiate demain après-midi devant le tribunal correctionnel de Grenoble. Ce sera donc bien Auvergne-Rhône-Alpes. Le nom de notre région a été définitivement adopté par les 193 conseillers régionaux aujourd'hui. Cette appellation émanait d'une consultation Internet lancée auprès des lycéens et du grand public. Ce choix devrait être ensuite validé par le Conseil constitutionnel. Hier soir, vous avez peut-être suivi sur notre antenne l'émission Enquête de région consacrée à l'affaire Barbarin, cardinal de Lyon, et au silence de l'Église autour des actes pédophiles. Eh bien, la rédaction de Lyon a aussi recueilli le témoignage de Claudette, appelée Nanou. Elle accuse 3 prêtres des frères maristes de l'avoir agressée sexuellement dès l'âge de 6 ans. 2 prêtres sont aujourd'hui décédés, le 3e étant en maison de retraite. Nanou a pu le rencontrer. Sylvie Cozzolino était avec elle. Nanou a 60 ans. Elle est grand-mère. Enfant, elle vivait dans cette maison avec sa grand-mère et ses 2 tantes. Au milieu de la place, il y avait une église tenue par 3 prêtres, des maristes. Elle les accuse d'avoir abusé d'elle pendant des années. Cela a commencé quand elle avait 6 ans, jusqu'à ses 12 ans. Ils venaient dans ma chambre, dans cette maison qui est derrière moi, et les prêtres venaient à tour de rôle, puisque ma grand-mère me punissait d'aller me coucher sans manger, mais eux venaient manger chez ma grand-mère très très souvent. Et lorsque j'étais punie et que j'étais déjà couchée, quand ils arrivaient, à une époque, les 3 passaient les uns derrière les autres. Il m'arrivait parfois de faire semblant de dormir, mais dans ces cas-là, ils prenaient ma main, les 3 prêtres, et la mettaient sur leur sexe et m'obligeaient à aller jusqu'au bout. Et s'il fallait y mettre un peu plus, c'est-à-dire la bouche, eh bien, j'y mettais la bouche. Et après, ce qui m'est toujours resté marqué, c'est chacun avait des mouchoirs à carreaux. Et il fallait bien mettre ce qu'ils avaient à quelque part. Donc c'était dans le mouchoir à carreaux. Nanou a recherché les religieux. Les pères D et F sont aujourd'hui décédés, mais elle a retrouvé le père B. Il a 90 ans et vit dans une maison de retraite religieuse en banlieue de Lyon. En masquant le véritable objet de sa demande, elle réussit à le rencontrer. Elle en a besoin. Tous les deux, on est face à face. Je n'ai aucune raison de mentir, d'inventer, parce que j'ai vécu avec ça toute ma vie. Et aujourd'hui, voilà, j'ai besoin que vous, vous reconnaissiez qu'effectivement, il s'est passé des choses. Je n'ai pas de souvenir précis. Vous n'avez pas le souvenir d'avoir abusé de Nanou? Non. Non. Vous savez, je vais avoir une petite phrase vulgaire, mais quand vous avez 6 ans et que le prêtre vous demande de le branler,
C'est pas de l'agression. Je suis en droit, par contre, aujourd'hui, de porter plainte. Oui. Donc je vais le faire. C'est pas une menace. Mais alors, est-ce que vous ne pensez pas, madame, que c'est le grand drame d'aujourd'hui que de focaliser là-dessus, oui, je m'attends. Continuer, n'est-ce pas, De quoi que cette affaire d'aujourd'hui, sur toute la ligne, dans l'église, etc., voilà. Vous pensez que les enfants peuvent inventer des choses comme ça? Comment? Vous pensez que les enfants peuvent inventer des choses comme ça? Oui, parce qu'il peut y avoir, oui, il peut y avoir une part d'imagination. Oui. Dès que j'ai fermé la porte de ce père, je me suis dit, j'ai plus le nœud à l'estomac, ça y est, il sait, les gens vont savoir, et oui, ça change la vie carrément, mais c'est instantané par contre, ouais, c'est comme si j'avais pris une douche, pareil, j'ai enlevé tout ce qui était sale. Nanou est allé porter plainte à la suite de l'entretien dans le commissariat où le cardinal Barbarin a été entendu. 50 ans après les faits, elle démarre une nouvelle vie. Cette information à lire sur notre site internet France 3 Alpes. Un Grenoblois de 70 ans a trouvé la mort ce jeudi matin suite à un accident d'escalade et une chute de 300 mètres dans le massif du Vercors. Article complet sur notre site alpes.france3.fr. Les différentes équipes de France de ski se relaient actuellement sur le glacier des Deux Alpes en Isère. C'est là qu'elles préparent dès à présent la prochaine saison d'hiver qui ne commencera que dans 5 mois. Les conditions d'enneigement sont plutôt pas mal, comme l'ont constaté Frédéric Lefrançois et Cédric Picot. Il y a du beau monde sur le glacier des Deux Alpes. Des jeunes et des anciens, tous membres de l'équipe de France de vitesse. 6 descendeurs qui sont montés à 3400 mètres pour profiter d'un terrain de jeu extraordinaire. Franchement, on a des conditions là qui sont parfaites. Je me souviens de l'an dernier, à la même époque, le glacier ne ressemblait pas du tout à ça. Là, c'est vraiment parfait. On a une piste de descente qu'on peut utiliser de haut en bas quasiment. On arrive à faire 2 tracés de super G pour nous, ce qui est assez rare à la suite. Donc franchement, il fait beau, la neige tient bien, il n'y a pas de cailloux, on peut tourner les skis, donc c'est franchement parfait. Les fusées tricolores ne débuteront leur saison que dans 5 mois, au Canada, à Lake Louise. C'est encore loin, mais ça se prépare maintenant, sans se presser, sans pression, juste un peu de glisse pour se remettre dans le bain. Là, c'est surtout 2 stages, 2 semaines de ski de reprise, un peu pour reprendre un peu contact avec la neige. On ne cherche pas tout de suite la performance et les kilomètres à 200 à l'heure, hein. C'est pas ça qu'on cherche en ce moment. On cherche juste de la mise en place au-dessus des pieds, sur la neige. En ce moment, le glacier fourmille de skieurs top niveau, skiant pour un club ou pour leur équipe nationale. Mais la population va changer. Les combinaisons en lycra vont peu à peu fondre comme neige au soleil. Fin juillet, ça se panache avec des skieurs lambda, enfin des touristes, quoi, des gens qui aiment profiter là et quelques équipes encore. Et en août, on bascule carrément sur une clientèle complètement différente, familiale, qui fait du ski loisir, du ski plaisir. Au vu des accumulations de neige tombées depuis 4 semaines sur les Deux Alpes, on ne se fait aucun souci. On devrait pouvoir skier tout chousse jusqu'au bout de l'été. Place à notre série de la semaine consacrée au sport que l'on voit peu sur nos écrans. Dernier numéro ce soir avec ce coup de projecteur sur le lancer de disque. Une discipline qui nous envoie à l'Antiquité. Maxence Regnault et Jordan Guéant. Il faut avoir un niveau de technicité qui se rapproche du patineur artistique ou de la danseuse de ballet, quoi. Et oui, aujourd'hui, on va découvrir le sport de Mélina Robert-Michon, le lancer de disque, une discipline mythique de l'Antiquité rendue célèbre par une statue, le discobole. Les Grecs en avaient fait un idéal de beauté. Le sculpteur Myron l'a immortalisé 5 siècles avant Jésus-Christ. Le discobole, ou la statue du lanceur, la représentation parfaite d'un sport autrefois adulé, aujourd'hui oublié. Il est pourtant l'un des seuls à n'avoir jamais quitté la scène olympique. Il y a des symboles un petit peu comme ça forts qui parlent aux gens et même aux non-spécialistes. Finalement, c'est peut-être ceux-là qui retiennent encore plus ça. C'est ce qui a fait le symbole pendant longtemps des Jeux Olympiques. Après,
Voilà, le symbole, sans être le symbole, parce qu'on n'en parle plus, quoi. Quand tu arrives ici, là, tu es bien placé, tu fais ça. T'es pas dans « je continue ici, je veux laisser mon disque derrière ». Il va revenir, le disque, il va revenir. Car aujourd'hui, et particulièrement en France, le disque a perdu son aura. Moins de pratiquants, aucun Français au niveau international. Seule l'Iséroise Mélina Robert-Michon fait encore briller l'hexagone chez les filles, perpétuant ainsi l'héritage de Micheline Ostermeyer, championne olympique en 1948. La raison de ce désamour, l'image erronée de sport de force pure. Vous pouvez prendre un haltérophile qui est très très fort, vous lui donnez un disque qui ne saura pas lancer loin, donc c'est pas qu'une question de force, c'est vraiment ce qui est dur, c'est la combinaison de toutes les qualités qu'il faut. C'est des qualités de force, de vitesse, de relâchement, alors qu'à la base c'est pas forcément des choses qu'on arrive à mettre ensemble. Donc là c'est vraiment d'arriver à combiner tout ça pour que ça fasse un bon lanceur. Déjà l'outil principal. Donc le disque c'est facile, en fait tu tournes, tu te retrouves face avant, tu avances, tu retournes et tu réavances pour te retrouver face avant. Et quand tu vois en face, là tu peux lancer. Voilà. En fait tu pousses ton pied, regarde, tu pousses sur ton pied droit pour t'aider à tourner sur ton pied gauche. Voilà. Voilà. Tu vois, finalement. Là j'ai fait 8 mètres à peu près. Voilà, là c'est mieux. Ah là par contre, tu vois, il est hors secteur celui-là. Bon bah vous l'avez vu toute cette semaine, l'olympisme c'est pas pour moi. Du coup la semaine prochaine, on ira voir des vrais sportifs comme Mélina qui seront à Rio. Donc on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Salut. Culture à présent, la ville d'Annecy accueillera à partir du 9 juillet le festival Déambule. Il s'agit de voir différemment le paysage grâce à des installations semées dans toute la ville. Une cinquantaine d'artistes ont répondu présents et parmi eux un passionné des bambous. Ingrid Panet du Parc, Christian Mathieu. Comme une cathédrale de bambou, l'artiste préfère parler, lui, d'un tunnel des amours dans lequel on rentre, on n'est pas sûr d'en sortir, où l'on peut s'échapper, être tenté. C'est un peu son histoire qu'il nous raconte. En fait, c'est une histoire, je suis tombé amoureux il y a 3 ans d'une Australienne. Et c'est pour elle que j'ai construit un tunnel d'amour. Entre-temps, la vie a continué et j'ai continué à faire des tunnels. Et c'est là, sous le dôme de bambou, que Georges Cuvillier a commencé à y croire. Embrassez qui vous voudrez, et cela vous portera bonheur. Le tunnel de l'amour, c'est ça? Mais c'est pas un tunnel, l'amour. Non, c'est quelque chose d'ouvert en principe, mais admettons. C'est très ouvert. Hein. Oui, c'est aussi très ouvert, ça c'est vrai. Bernard et Claude ont croisé le regard coquin de l'artiste. Je disais à Ingrid tout à l'heure que ce n'était pas un tunnel du tout pour nous, l'amour, et que c'était pas si facile que ça. Quand nous étions sur le chemin, mon mari m'a dit « Oulala, virage sur l'aile ». C'est peut-être qu'on s'en sort avec des virages sur l'aile de temps en temps. Oui, c'est pour tout le monde différent. Hein. On a tous. Absolument, c'est ça l'intérêt. Mais vous avez vécu dans un tunnel d'amour pendant 60 ans. Plus que ça. Waouh, 63 ans, nous connaissons même plus que ça. Ah oui. C'est pas toujours facile. Ah non. Mais on a eu dur aussi hein, à construire. Oui, voilà. Ils étaient très touchés. J'étais très touché aussi. Et c'est ça que j'aime bien quand ce que je fais, ça évoque des sentiments chez les gens. Et l'amour, ça évoque beaucoup, toujours chez tout le monde, même après 60 ans de mariage. Alors, déambuler, profiter, c'est la première étape, très poétique, d'un festival des paysages. Une grande balade d'été à vivre dès le 9 juillet, de jour comme de nuit, et ça promet de nous faire tourner la tête. Et dans quelques jours débute en Isère l'Arpenteur, un festival montagnard dédié aux cultures du monde. Cette année, c'est le Chili qui est l'invité d'honneur et plus particulièrement le peuple indigène Mapuche. Certains artistes sont déjà arrivés. Damien Borelli et Franck Serroni ont découvert une culture très proche de la nature. Un petit air latino flotte entre Chartreuse et Beldon. Originaire de Colombie, Dora Caicedo et ses musiciens savoyards chantent la nature indomptée et les civilisations millénaires. Un voyage musical qui fait écho au travail du sculpteur Eugenio Salas Olave. Arrivé il y a 2 semaines à Crolles, cet artiste chilien achève la réalisation d'un totem en bois de cèdre.
un hommage aux Alpes qui l'accueillent et à la culture de ses ancêtres mapuche. L'homme et la terre sont inséparables. Vous savez, personne n'est propriétaire de cette terre. Nous formons tous une partie de celle-ci. On vient tous de la terre et on y retourne à notre mort. Le fait d'être ici au milieu de vos montagnes, si belles, si majestueuses, me rappelle l'urgence de respecter notre mère nature. Ambassadrice de la culture mapuche, l'Argentine Béatrice Pichimalène chante en mapudungun, la langue de ce peuple indigène opprimé depuis des siècles en Argentine et au Chili. Invitée d'honneur du festival L'Arpenteur, elle va multiplier les concerts en Beldon début juillet et sera dès ce jeudi au Théâtre Sainte-Marie d'Amba à Grenoble avec son percussionniste Chacho Ruiz Guinazzu. Toutes les expressions humaines possèdent une même valeur. Que l'on chante, que l'on sculpte, que l'on danse, ou tout simplement que l'on parle, on véhicule un message. Chacun de ces modes d'expression transcende une même culture, celle des gens de la terre, ceux qu'on appelle les Mapuche, littéralement le peuple de la terre. En accueillant ces artistes en Isère, le festival L'Arpenteur cherche à croiser les cultures et les arts avec cette année un thème original mis en avant, le pas de côté. Le pas de côté qui peut être quelque chose d'à la fois ténu, comment un artiste par exemple va se nourrir d'une discipline qui n'est pas la sienne pour construire un projet particulier. Et puis, à l'autre bout du spectre, il y a le grand pas de côté, parfois d'ailleurs sanctionné de tragédie, qui est celui de la migration, dont on parle tellement, la question de la frontière, de sa transgression, etc. Des choses, évidemment, sur lesquelles les Mapuches en particulier ont des choses à nous dire. Le festival L'Arpenteur vous donne rendez-vous du 1er au 9 juillet aux Adrets et sur les balcons de Beldon. Et on poursuit avec cette très belle initiative, celle d'enfants, professeurs et parents d'une école grenobloise, l'école de la Houille Blanche. Ils sont parvenus à réunir leurs efforts et l'argent nécessaire pour créer une immense fresque sur un mur de l'école, aux côtés d'artistes japonais. Florine Eba, Gilles Ragri. Ce qu'on va faire après, c'est que quand on va enlever le scotch, on veut voir la marque blanche. C'est ça qu'on veut. Donc il faut bien déborder pour être sûr qu'on voit bien le blanc. Cette œuvre participative aura fédéré près de 300 personnes. Des enfants, des parents et des artistes venus tout spécialement du pays du soleil levant. Le travail est presque abouti. De la réflexion à la création, il a fallu presque une année scolaire. J'ai fait un crayon avec des bras. Et tire la langue. Pour l'instant, le design n'est pas flagrant. Pourtant, ce projet a tout d'artistique. Il est basé sur le principe japonais appelé Kyararimpa, une méthode qui permet de délimiter les contours des personnages à l'aide de masques adhésifs recouverts par la peinture. Dès qu'on a vu le premier croquis que les artistes ont envoyé du Japon, ça fait un peu réaliser le projet que c'est vraiment possible. Et puis, peu à peu, on a gardé cette image dans la tête. Mais ce qu'ils ont fait, c'est beaucoup plus beau que ce qu'on a imaginé. Nicole est américaine. Ses enfants sont élèves dans cette école internationale. C'est elle qui a soutenu ce projet grâce à son amie de longue date, Hao, elle aussi américaine. Très connectée avec l'Asie, c'est elle qui a intégré les graphistes japonais au projet. Nous avons vu des photos de Grenoble et des environs. Et nous avons trouvé les paysages très très beaux, vraiment. Donc nous avons voulu reproduire les montagnes avec en dessous les personnages peints par les enfants. Après les USA et le Mexique, cette œuvre est la 3e créée en dehors du Japon. Une fresque patrimoniale de 400 mètres carrés, une vraie fierté pour les élèves, une empreinte indélébile.
C'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur le site alpes.france3.fr. Tout de suite la météo puis l'édition nationale. Demain à 9h45, ne ratez pas la dernière émission avant l'été de Rhône-Alpes Matin présentée par Alain Faurit. Et puis à midi, vous retrouverez Daniel Despins pour un nouveau point sur l'actualité dans les Alpes. Passez d'ici là une très belle soirée.